bon, vous m'entendez bien? OK, je suis pas, c'est trop haut pour moi. Ben, sans trop tarder, je vais juste commencer le blog. Ça me fait plaisir de modérer ce blog. Ce sont 7 présentations du cours au niveau de la maîtrise qui s'appelle processus d'élaboration d'un projet de recherche. C'est 7 étudiants qu'on a accompagnés, Marc et moi, pendant cet hiver. Ça nous fait vraiment plaisir. 7 nouveaux futurs chercheurs en sciences de l'environnement. Donc, on va commencer avec la présentation de, comment je t'appelle? Bruce? Bruce. Son nom court, c'est Bruce. Alors, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Je vais vous présenter, je vous transporte en Afrique de l'Ouest donc pour vous présenter mon projet d'étude qui a pour titre Vulnérabilité communautaire dans un environnement de géorisque côtier, cas du littoral du Togo. Donc, ce projet est sous la direction du professeur Claude Caudian et en co-direction avec le professeur Sébastien Weissenberger. Très bien. Oups. Alors, pour vous donner un tout petit peu une idée de la mise en contexte de la problématique, au Togo, l'érosion côtière se traduit par des conséquences socio-économiques et environnementales importantes. Et tout ceci est exacerbé par des activités d'extraction et de commercialisation de granulats marins, en l'occurrence de sable et de gravier, par les communautés. Seulement, voilà, une interdiction a été mise en place par les autorités pour interdire cette exploitation. Et seulement, la filière d'activité qui était autrefois justement une source de revenus pour les communautés est restée sans alternative. Ce qui nous amène donc à poser notre question de recherche. Comment donc pourrons-nous expliquer la variabilité de la vulnérabilité des communautés sur le littoral en fonction de leur exposition, leur sensibilité et leur capacité d'adaptation? Ce qui pose 3 sous-questions. Celle de développer un indice de vulnérabilité composite des communautés de pêcheurs impliquées dans l'extraction de granulats marins, d'expliquer les niveaux de vulnérabilité communautaire et de proposer des options d'adaptation ou de reconversion communautaire. Notre étude repose sur un cadre théorique, précisément sur les 3 concepts fondamentaux de la vulnérabilité posés par Weissenberger et l'approche évaluative de la vulnérabilité qui combine les facteurs biophysiques et socio-économiques. Autrement dit, une vulnérabilité territoriale qui est combinée à une vulnérabilité humaine pour pouvoir définir la capacité d'adaptation. Pour cela, nous avons établi un plan d'échantillonnage qui utilise une méthode probabiliste aléatoire par strate qui donc va s'appuyer sur un sondage questionnaire et un groupe de discussion. Autrement dit, des données quantitatives et qualitatives pour procéder à une analyse mixte que nous allons soumettre à une analyse en composantes principales avec des tests sur la matrice de corrélation, l'indice KMO, le test de Bartlett et le test de Student. Notre travail est assez original dans la mesure où elle triangule avec des recherches antérieures qui étaient autrement focalisées sur la dynamique du trait de côte du littoral, sur la protection contre l'érosion côtière, des études sur la vulnérabilité, mais plutôt à l'échelle nationale et régionale. Et donc, nous proposons donc de faire avancer les connaissances sur la vulnérabilité communautaire dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Tout ceci pouvant être contextualisé aussi bien au Québec que partout ailleurs. Merci de votre écoute.
Oui, en fait, autour de cela, il y a des forçages qui ont été considérés. Il y a tout un commerce, il y a du bâti dans la zone, donc les maisons, les constructions, et même les communautés qui bâtissent leurs logements et autres infrastructures utilisent justement ces graviers, le sable marin, et qui est bien sûr à moindre coût acheté auprès des communautés plutôt que d'aller en carrière en zone périurbaine ou urbaine pour s'en procurer. Donc, qui fait que justement, cette exploitation, c'est toute une filière donc, qui exacerbe justement le bas forçant de la plage et donc entraîne une exacerbation de l'érosion côtière. D'où l'interdiction qui a été mise en place par les autorités. Alors, c'est un projet. Merci, professeur. Merci de votre écoute. Voilà. Bon. Alors, là, c'est correct ou pas? OK, merci. Bon, deuxième présentation, c'est Ariane Charbonneau qui travaille sur l'usage, j'ai compris, de boue municipale dans l'agriculture en grande échelle, j'allais dire. Ça, les grandes cultures. Des grandes cultures. OK, je te laisse la parole, Ariane. Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Ariane Charbonneau. Mon projet de recherche est dirigé par Marc Lucotte et Mathieu Moin, tous les deux du laboratoire du Géotope. Mon projet, c'est un projet innovation financé par le MAPAC, qui est le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Les diapos, c'est-tu moi qui les change ou... Ah, OK, j'avais pas... Donc, pour mieux comprendre mon sujet, tout d'abord, je pense que tout le monde ici ce matin, c'est soit lavé, partie de la chasse d'eau, partie un petit de lavage. Donc, en fait, toutes ces eaux-là qui sont utilisées dans notre maison sont traitées dans une usine de traitement des eaux usées. Ensuite, dans les usines, on obtient un produit qui sont les boues d'épuration. C'est un produit qui est comme, en général, qui est noir, assez spongieux et absolument sans odeur. Et ensuite, les usines vont le donner aux producteurs en grande culture pour qu'ils l'épandent aux champs. En effet, c'est une matière qui est remplie de nutriments en azote, en phosphore et en potasse. En effet, pour les usines, c'est plus rentable pour eux au niveau économique et aussi environnemental de devoir les donner aux producteurs que de devoir les traiter pour s'en débarrasser. J'ai oublié de dire mon titre tantôt, mais en fait, mon titre, c'est par rapport à la fertilisation des grandes cultures avec ces boues-ci, qui serait une source supplémentaire d'AMPA, qui est de l'acide aminométhylphosphonique, qui viendrait s'accumuler en plus de celle qui est issue du glyphosate, qui lui aussi va se transformer en AMPA. Donc, comme on voit ici le dessin juste en bas, dans les boues d'épuration, il y a beaucoup de phosphonates qui, eux, en fait, sont issus des détergents qu'on va utiliser dans notre maison. Puis en fait, eux, les phosphonates vont se dégrader en AMPA, tout comme le glyphosate, qui est un herbicide qui est grandement utilisé en grande culture. Donc, ma question, en fait, de recherche, c'est vraiment de déterminer les contributions d'AMPA et de glyphosate dans les sols issus des boues municipaux. Pour ce faire, en fait, je vais réviser l'usage des BSM comme matière fertilisante en considérant le rapport d'AMPA et de glyphosate. Mon projet a 3 objectifs principaux. Tout d'abord, je vais évaluer les teneurs d'AMPA et de glyphosate dans les sols avec des parcelles ayant reçu des BSM et ceux qui n'en ont pas reçu.
Ensuite, je vais aussi évaluer la valeur fertilisante des BSM par rapport aux méthodes conventionnelles de fertilisation, c'est-à-dire les engrais de synthèse. Puis finalement, je vais comparer les rendements des parcelles avec des BSM et aussi sans BSM. Mon projet se déroule sur 2 ans, 2021-2022, sur 2 cultures, maïs grain et soya, qui sont les 2 principales cultures en grande culture faites au Québec. Chaque culture va être divisée en 8 bandes arrangées en blocs aléatoires complets à 4 répétitions, comme on voit sur le dessin ici juste en bas. Donc, un bloc, c'est 2 parcelles, une avec BSM et une sans BSM. Donc, en jaune, c'est ceux qui vont avoir reçu le produit d'épuration, puis en jaune et en gris-bleu, c'est ceux qui n'en ont pas reçu. Ensuite, les analyses, ensuite, on va prendre divers analyses de sol 3 par année, qui vont être analysées par une très belle machine qu'on appelle le GCACD, qui est en fait un chromatographe à phase gazeuse couplé avec un détecteur à capsule d'électrons. Donc, en fait, c'est le seul laboratoire dans lequel on peut mesurer les teneurs d'AMPA et de glyphosate. Donc, je suis très reconnaissante de pouvoir faire partie de ce projet-ci pour pouvoir déterminer l'AMPA et le glyphosate dans les sols. Donc, finalement, mon projet va vous permettre de répondre à une inquiétude qui est en fait de savoir si les boues d'épuration vont amener l'AMPA dans les sols, qui est en effet un produit qui est phytotoxique pour les plantes et également qui peut se trouver dans les cours d'eau au Québec. Ensuite, je trouve ça vraiment pertinent que mon projet vienne combiner autant le côté rendement et productivité qu'on retrouve dans le domaine agricole. On va toujours produire plus. Puis finalement, je viens aussi combiner l'aspect un peu plus agriculture durable, des bonnes pratiques, et de justement valider autant un côté environnemental que productif. Donc, en fait, avec les boues, si justement ça s'avère être un produit qui est pertinent pour les producteurs, bien, c'est vraiment un circuit court. On récupère des eaux usées qu'on a traitées pour finalement les épandre au champ. Donc, ça éviterait justement de prendre des engrais chimiques au champ. Donc, pour moi, ça vient vraiment combiner autant l'aspect productif et aussi l'aspect environnemental de l'agriculture qui m'intéresse beaucoup. Donc, voilà, c'était tout. Des questions pour Ariane? Oui, Éric. Dans le fond, dans les parcelles qui n'auront pas de boue, c'est la fertilisation normale du producteur qu'on va faire, qu'il fait habituellement. Puis dans le fond, aussi quand il y a les boues, ça va être modifié à la baisse en fonction de ce que les boues vont apporter. Ah, c'est vraiment différent. Même nous, même le même produit, ça change d'une année à l'autre. Souvent, c'est minime, mais il y a toujours des différences de les teneurs de différents minéraux. Donc, oui, c'est très variable. Non, je pense que je ne connais pas par cœur les méthodes de traitement des eaux. Par contre, je sais qu'il y a différentes usines, ils ont différentes technologies qui sont parfois peut-être plus efficaces que d'autres. C'est sûr que les boues d'épuration, c'est un des produits parmi plusieurs produits de matière fertilisante. Mais oui, ça peut vraiment différer d'une usine à l'autre. Je peux confirmer ça. Oui. D'autres questions? Oui. Oui, c'est pas fort, mais je m'entends. De l'avant, oui. Ben, je pense que c'est plus l'aspect que moi, je vais mesurer les rendements. Fait que, je vais voir justement si le produit peut soit nuire au rendement, être équivalent ou peut-être les améliorer, ce qui me surprendrait. Mais le but, c'est vraiment de valider si je veux pas les producteurs actuellement dans le moment présent. Souvent, ce qu'ils recherchent, c'est de produire autant que ce qu'ils produisent ou même plus. Oui, c'est un paradigme qui risque de changer, mais c'est sûr que au moment présent que mon projet se fait,
c'est un aspect qui est quand même qui va être important pour les producteurs. Quand on va les voir, quand ils viennent nous poser des questions, souvent, c'est justement oui, je veux le faire, mais est-ce que mon rendement va être aussi bon qu'avec des engrais de synthèse? Puis je pense déjà là, c'est déjà un pas vers un chemin peut-être plus vert. Si au moins ils pourraient utiliser le produit, puis c'est les mêmes rendements, puis pas dépendre d'une usine qui vient du Maroc pour le phosphore, ben c'est déjà un pas vers l'avant. Oui, c'est peut-être pas parfait encore, mais en même temps, les eaux usées sont toujours là pareil. Ils vont être traités d'une manière ou d'une autre. C'est un déchet qu'on peut se libérer d'une manière probablement plus efficace que de devoir les traiter ou les incinérer. C'est mon point de vue sur ça. Oui, Eric. C'est sûr que c'est un côté un peu plus qui est moins mon volet de recherche, mais c'est sûr qu'il y a un volet qu'on va beaucoup utiliser aussi, la vie microbienne, si ça va être modifié avec l'apport de boue par rapport à ceux qui n'en ont pas reçu. Je ne peux pas vraiment affirmer quoi que ce soit. J'avoue que je n'ai pas nécessairement beaucoup d'informations nécessairement sur la vie microbienne, si ça va changer, mais je sais que ça va être étudié dans le projet, mais par un autre étudiant qui est pas moi. Je suis désolée, je dois arrêter les interventions pour cette présentation, mais merci beaucoup, Ariane. J'ajoute que dans le contexte de conflits globaux, là, la raréfaction des ressources naturelles, ça nous pousse à aller vers ce genre d'invention. La prochaine étudiante est Émilie, qui va nous parler des risques toxiques dans des potagers dans une ville minière. OK. Donc, bonjour, moi c'est Émilie Telma et mon projet porte sur l'évaluation des risques toxiques reliés à l'agriculture urbaine en région minière, plus spécifiquement à la région de Rouyn-Noranda. On s'intéresse à la contamination métallique des légumes, feuilles, racines et fruits. Ce projet-là va être réalisé sous la supervision d'Éric Duchemin, qui est directeur du laboratoire sur l'agriculture urbaine, et de Michael Rosabal-Rodriguez, qui fait partie du Environmental Metallomics Laboratory. Le tout va être financé par MITAC et le laboratoire sur l'agriculture urbaine. OK. Donc, l'engouement croissant pour l'agriculture urbaine a fait émerger des insécurités relatives à la contamination des aliments qui sont cultivés au sein des villes. On observe aussi des interrogations relatives à la localisation des potagers parce que ceux-ci sont souvent situés près de sources de contamination comme des sites d'exploitation minière, tels que c'est le cas par exemple à Rouyn-Noranda. À Rouyn-Noranda, il y a une fonderie qui s'appelle la fonderie Horn, qui est le principal pollueur industriel au Québec pour plusieurs métaux, tels que le cadmium, le plomb et surtout l'arsenic, dont les émissions atmosphériques dépassent largement la norme nationale établie. De plus, depuis 1984, la fonderie se met aussi au recyclage de déchets électroniques, ce qui justifie une certaine vigilance face à la présence de ces contaminants émergents métalliques, comme les terres rares et les métaux de la famille des platines au sein de l'environnement. D'ailleurs, certains de ces métaux sont même reconnus pour être potentiellement toxiques pour la santé des humains. À ce jour, aucune recherche sur la contamination des potagers dans la région de Rouyn-Noranda n'a été effectuée. De plus, il n'y a pas... de façon générale, les études qui s'intéressent à la contamination dans les potagers urbains focusent plus sur la présence de métaux lourds parce que ceux-ci sont vraiment plus étudiés au sein... tout ce qui consiste en fait leur toxicité. Ce qui mène aux citoyens de Rouyn-Noranda qui se questionnent sur les risques relatifs à la santé reliés à la contamination locale qui a été induite par l'activité minière qui a été très importante au cours du 20e siècle et aussi l'activité de la fonderie. Ce qui nous mène aux objectifs de notre étude en fait, qui est premièrement de déterminer le niveau de contamination des légumes dans les potagers,
Pour ce faire, on veut doser la teneur en contaminant métallique qui va être bioaccumulé au sein de 3 types de légumes, c'est-à-dire un légume feuille, la laitue, un légume fruit, la tomate, et un légume racine, la carotte. On veut aussi comparer la teneur entre ces 3 types de légumes et ensuite estimer aussi les risques toxiques relatifs à la consommation de ces aliments et en comparant en fait avec les seuils de toxicité déjà établis. Le deuxième objectif de la recherche, c'est d'estimer la contribution en contaminants métalliques des dépôts atmosphériques dans les potagers. Et pour ce faire, on veut doser la teneur en contaminants métalliques en surface de sol et à la surface foliaire des laitues et comparer finalement ces 2 valeurs-là. Donc, pour ce faire, 2 échantillonnages sont prévus lors de 2 étés consécutifs pour un total de 20 potagers échantillonnés. Dans chacun de ces potagers-là, il y a des échantillons de carottes, laitues, tomates et sols en triplicata qui vont être faits. Les légumes seront rincés à l'EDTA afin de retirer tout contaminant pouvant se retrouver à la surface des légumes pour ne pas biaiser les données de bioaccumulation. D'ailleurs, la solution de DTA utilisée pour le rinçage de la laitue va être conservée afin de mesurer l'adhésion métallique foliaire. Parallèlement, les légumes et le sol vont être lyophilisés puis digérés dans j'ai perdu le mot, un autoclave pour ensuite être soumis au dosage métallique dans une ICP-MS triple quadrupole avec la solution de DTA des laitues pour finalement arriver au traitement de données, aux analyses statistiques et à l'estimation des risques toxiques. Pour finir, ce serait une première étude qui serait portée sur la contamination des potagers dans la région de Rouyn-Noranda. Ça permettrait aussi une certaine contribution à la présence de contaminants métalliques émergents au sein des aliments. Et aussi, ça vise à offrir aux citoyens de Rouyn-Noranda des informations afin qu'ils puissent se positionner de manière plus objective sur la question du risque relatif au sol urbain. Et voilà, donc au final, à une ère où l'agriculture urbaine fait partie de la plupart des plans de développement durable des villes, est-ce qu'il est vraiment possible de cultiver dans des endroits tels que Rouyn-Noranda sans s'empoisonner? Donc voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Émilie. Question pour Émilie? Oui. Bonjour, j'aimerais savoir si vous avez déjà une idée de la répartition d'échantillonnage que vous allez faire, si vous allez tenir compte de l'espèce de rayon autour de l'usine en question dont vous parliez, ou bien est-ce que vous allez tenir compte des vents dominants? En fait, vu que c'est une science qui est citoyenne, ça va être relatif à la participation des citoyens. C'est sûr qu'on va viser une répartition, une meilleure répartition possible afin que les résultats soient quand même, je ne sais pas comment dire. Oui, exactement. Mais sinon, on ne peut pas faire autrement, mais on a déjà réfléchi à la question des vents dominants et tout ça. C'est à suivre. Tania. Oui. Plus ou moins. J'ai trouvé que certaines études qui portaient, justement, je ne me rappelle plus c'est où exactement, mais c'était en Europe. Il y avait une situation similaire. Je ne me rappelle vraiment pas du nom de la ville, mais sinon, c'est sûr qu'on n'a pas poussé plus loin les recherches relatives à ça, mais ça peut être pertinent dans un intérêt, justement, de... Oui, exactement. Oui. Je ne suis pas certaine d'avoir compris, je m'excuse. C'est quoi le degré de fuite dans la population par rapport à la consommation? La rumeur veut que le sol est
Ah oui, ben oui, bien sûr. En fait, il y a beaucoup d'études qui montrent que le sol est déjà contaminé à plusieurs endroits. D'ailleurs, j'ai un de mes collègues du laboratoire avec Michael qui travaille aussi sur la question, puis il y a déjà des résultats assez concluants là, près de la fonderie. C'est très, très contaminé, puis ça s'en va en diffusant de plus en plus loin, hein. Mais au niveau des citoyens, c'est exactement pour ça, en fait, qu'il y a beaucoup d'inquiétudes face à ça, là. Oups. Oh là là. Oui. Désolée. À la période de la pause, s'il vous plaît. Mais merci beaucoup. Désolée, je n'aime pas jouer ce rôle de police, mais je dois le faire. Alors, merci Émilie. J'invite Manal qui va nous parler du marché du carbone du Québec. Alors, comment je peux... Non? Ok, parfait. Ah oui. Ok, parfait. Bonjour à tous, moi c'est Manel Mekna. Je vais vous présenter aujourd'hui, je travaille sur le marché du carbone sous la direction du professeur Marc Purdon. L'intitulé de ma recherche est la perception des entreprises québécoises sur le potentiel d'expansion du marché du carbone. On va essayer de comprendre quelle est la perception des entreprises québécoises impliquées dans le marché du carbone quant à l'entrée potentielle de nouvelles juridictions telles que la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Écosse. En ce qui concerne les lacunes, un travail a été fait auparavant par La Chapelle et AL en 2016 sur la perception des entreprises québécoises au marché du carbone. Seulement, le marché du carbone s'est largement développé depuis et comme on le voit sur le graphe d'évolution des prix du marché du carbone Californie-Québec 2015, depuis 2015, le prix des quotas, le prix des droits des émissions CO2 a largement augmenté, voire pratiquement doublé. Alors, une recherche plus approfondie s'impose pour comprendre un petit peu la perception, les comportements que les entreprises québécoises vont adopter. Est-ce qu'ils vont continuer à soutenir le marché du carbone malgré l'augmentation des prix ou les prix instables? Ou peut-être qu'ils préfèrent que le gouvernement québécois trouve d'autres stratégies et d'autres alternatives pour atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévu pour 2030. Et si le marché du carbone est abandonné, est-ce que ces mêmes entreprises seront-elles capables de réduire leurs émissions de carbone à l'intérieur de la province? Pour ce faire, je compte me baser sur un cadre théorique comportant trois recherches. La première, c'est celle qui a été faite en 2020, confirmant que deux juridictions avec une différence importante des prix des quotas ne peuvent pas se lier. Une autre qui s'impose, qui a été faite en 2021, qui donne l'exemple de la Californie et le Québec, qui ont un prix des quotas d'émissions importants, mais se sont liés, c'était avantageux pour les deux entreprises, pour les deux juridictions, pardon. Aussi, le travail de La Chapelle et AL qui a été fait en 2016, qui confirme que les entreprises québécoises sont en faveur du marché du carbone, aussi en faveur à la liaison à d'autres juridictions ou à l'élargissement du marché carbone. Alors, l'objectif principal de ma recherche est d'identifier les mécanismes expliquant la perception des entreprises québécoises assujetties sur l'intégration de nouveaux marchés dans une perspective économique, environnementale et politique. Pour le plan d'échantillonnage, on compte prendre 196 entreprises qui a été recensées par le gouvernement québécois en 2020, envoyer un sondage qui comporte 25 questions en se basant sur le logiciel Lime Survey. À la lumière des données empiriques récoltées sur le terrain, une analyse statistique quantitative et qualitative sera réalisée pour essayer de comprendre les mécanismes dans une approche économique, juridique et environnementale, comment les entreprises vont se comporter face au marché du carbone ou face à la nouvelle liaison. Alors, pour la contribution, ma recherche va donner une vision plus précise et proche de la réalité actuelle par rapport à l'atténuation de la cible fixée par le gouvernement du Québec, qui est de réduire les émissions de carbone de 37,5% en 2030 par rapport à ce qu'elle était en 1990.
Aussi, il va mettre en évidence la perception des choix du comportement que les entreprises adopteront, surtout en ce qui concerne les stratégies de réduction des émissions de carbone, comme par exemple les nouvelles technologies, et les intérêts pour les participants au marché du carbone. Pour conclure, on ne connaît pas encore les avantages et les inconvénients de la nouvelle liaison qui prend en compte les 4 juridictions, le Québec, la Californie, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Écosse. Et j'espère que à la fin de ma recherche, je pourrai éclaircir ce sujet. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Manal. Tu peux respirer. Oui, 5 minutes, ça passe vite. Oui, hein? Oui, déjà une question. Oui. Ça, c'est les analyses qualitatives. On a 4 types d'entreprises. Ah, pardon. Oui, on a 4 types d'entreprises. Les entreprises qui sont assujetties, ils sont 2, industriels et distributeurs de carburant, qui émettent plus de 25 000 tonnes de quotas de CO2, qui sont obligés de participer au marché du carbone. On a les deuxièmes qui sont les participants qui émettent à peu près 10 000 tonnes de CO2 d'émissions de carbone dans l'atmosphère et qui ne sont pas obligés de participer, mais ils participent. Et on a les volontaires, ceux qui émettent moins de 10 000 tonnes de CO2 et ils veulent participer au marché, donc ils ont le droit de participer aussi. Après, pour les analyses quantitatives, je ne suis pas là encore, donc je pense qu'on va faire ça pour l'automne. D'autres questions? Éric. Non, je me demandais juste, est-ce qu'il y a un enjeu différent entre la Nouvelle-Zélande et l'Écosse pour des enjeux différents? Oui. Comment refléter ça le gouvernement québécois a choisi très exactement la Nouvelle-Écosse et la Nouvelle-Zélande pour s'inspirer de leur expérience parce qu'ils sont un exemple pour nous en matière de décarbonisation. Comme la Nouvelle-Écosse, elle a atteint son objectif qui était prévu pour 2030 en 2018. Ouais, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont été choisis. Je ne sais pas si je réponds un peu. Parfait. Excusez-moi, c'était la dernière question. Je me suis fait dire. Merci beaucoup tout le monde. Alors, la prochaine présentation, ce sera, portera sur la mode, présentée par Marianne. Il n'y a pas grand place là-dessus. C'est bon. Donc, bonjour, je m'appelle Marianne Frève. Je vais vous parler de mon mémoire qui se nomme « Ralentir la mode, comprendre le rapport aux vêtements des consommateurs de fast fashion de 2 centres urbains du Québec, Montréal et Laval », donc avec la direction de IN. Ma problématique, présentement, l'industrie de la mode fonctionne sous un système qui est complètement linéaire, donc produire, porter et jeter, et ce, à une vitesse accélérée. Je vais vous donner quelques statistiques. C'est pour ça qu'on parle de fast fashion. Je vais juste mettre au clair. C'est comme du fast food. On en consomme autant qu'on en jette. Quelques statistiques intéressantes. 50% de la fast fashion consommée en une année va être rejetée la même année, donc enfouie ou incinérée. L'industrie de la mode, c'est le deuxième plus grand pollueur après l'industrie de l'aviation, donc qui est responsable de 10% de la pollution mondiale. Les impacts de l'industrie comprennent également 92 millions de tonnes de déchets par an et 1,5 milliard de litres d'eau consommée, responsables pour 2% de la pollution de toute l'eau douce par année. Donc, malgré les impacts environnementaux vraiment importants qui sont de plus en plus médiatisés, l'industrie continue de croître.
En partie donc en raison de l'essor de la fast fashion, qui repose donc sur une fabrication bon marché, des tendances éphémères et une consommation ultra rapide pour une utilisation de très courte durée. C'est ce qui m'amène donc à mon objectif de recherche, de démystifier comment les Québécois, eux, consomment-ils la fast fashion. Est-ce qu'ils accordent de l'importance aux paramètres environnementaux dans leur consommation de mode? Donc, au niveau des lacunes dans la connaissance, à ce jour, on connaît encore plutôt mal le processus décisionnel des consommateurs. Il y a plusieurs écoles de pensée dans la littérature. Ce que je remarque, c'est que la plus populaire, c'est la théorie du choix rationnel, qui est directement liée à la théorie du comportement planifié. C'est des études qui proviennent bien souvent des sciences cognitives ou marketing et qui sont très quantitatives. Donc, il manque définitivement de connaissances fines sur le processus décisionnel. Par exemple, on ignore pourquoi les consommateurs se débarrassent de leurs vêtements, à quelle fréquence se débarrasser de leurs vêtements, leur attachement à leurs vêtements, est-ce qu'ils prennent soin de leurs vêtements. Ça m'amène au Green Gap. Le Green Gap, c'est en gros l'idée que justement, les intentions écologiques des consommateurs, des fois, ne se reflètent pas dans leur comportement de consommation. Donc, les chercheurs tentent de prouver si les valeurs éthiques des consommateurs se transposent sur son comportement d'achat. Ce qu'on sait, c'est que l'éthique peut être secondaire aux consommateurs s'il perçoit un conflit entre faire des choix durables et des choix tendance. Donc, c'est ce qui crée ce Green Gap-là. C'est directement lié à la théorie du choix rationnel, donc à cette idée que le consommateur consomme pour son intérêt personnel, pour agrandir son intérêt personnel. Donc, j'aurais envie d'investiguer, donc c'est ce qui m'amène à ma question de recherche, j'aurais envie d'investiguer toutes ces questions-là sous un autre paramètre, sous un autre paradigme, celui de la théorie comportementaliste. Donc, d'essayer de comprendre un peu mieux les caractéristiques individuelles, le niveau de connaissance des enjeux environnementaux des consommateurs, les caractéristiques perçues des produits, donc le tout en prenant en compte les variables socio-démographiques. Ma méthode, donc je vais utiliser une méthode ethnographique du parcours commenté. Donc, l'idée, c'est d'accompagner les consommateurs dans un environnement qui leur est familier. Donc, je veux observer leur magasinage, leur poser des questions sur leur motivation, ce qui les intéresse quand ils magasinent, ce qu'ils voient aussi quand ils magasinent. Donc, l'échantillon va être composé de 10 personnes de Montréal, 10 personnes de Laval également, de la génération Y et Z, parce que c'est la portion de la génération, c'est la génération qui consomme le plus, les générations qui consomment le plus. J'aimerais avoir aussi autant d'hommes que de femmes le plus possible. Donc, la contribution, c'est une meilleure compréhension de la réalité québécoise. Ça peut être une bonne prémisse aussi pour de la recherche quantitative de données statistiques locales, parce qu'on n'en a pas. Puis, le but, c'est aussi d'informer les initiatives locales de mode éthique et d'économie circulaire, comme Concertation Montréal, Québec circulaire, et éventuellement, peut-être que ça peut aider à la création de politiques publiques qui sont déjà présentes en Europe. Merci beaucoup, Marianne. Tu peux aussi respirer. Je sais que c'est un exercice très stressant pour nos étudiants, mais ça s'est bien passé, hein? Donc, est-ce que vous avez des questions pour Marianne? Oui. J'ai pas compris. Parce que la technique ethnographique, c'est une technique qui est longue. Puis on aimerait peut-être aussi le faire en 2 temps. Donc, c'est comme quelques heures. C'est de l'observation, fait que c'est assez long. Fait que c'est de garder un échantillon quand même raisonnable pour le réalisme, la réalisation du projet. Oui. En fait, l'idée, c'est qu'on parle, on fait une entrevue semi-dirigée en marchant dans un lieu, dans un contexte familier, un environnement naturel qu'ils connaissent bien. Fait que c'est vraiment une entrevue semi-dirigée. Puis on parlait, c'est
pas encore coulé dans le béton, mais peut-être de refaire l'exercice après un certain temps pour voir si les habitudes ont changé. Parce que je n'ai pas dit toutes les questions qui m'intéressent. J'ai fait un survol, mais principalement, le but de tout ça, c'est de savoir est-ce que les gens seraient ouverts à réduire leur consommation. Fait que de refaire l'exercice, ça permettrait peut-être de voir est-ce que ces conversations-là qu'on a eues ont changé quelque chose dans les habitudes de consommation au niveau des connaissances, des enjeux environnementaux, puis voilà. Excusez-moi, il vient de me dire que c'était la dernière question. Mais Marianne sera là, comme tous les autres étudiants, toute la journée, donc désolée. Merci. Alors, oui, la prochaine présentation, ça sera réalisée par Philippe, qui va nous parler aussi des grandes cultures. Bonjour, moi c'est Philippe Patnaud. Le nom de mon projet, c'est l'impact du taux d'épandage d'herbicides à base de glyphosate et des rigides cultures sur la pseudo-persistance du glyphosate et de l'AMPA en grande culture au Québec. Mes directeurs sont Marc Lecotte et Mathieu Moin et mon projet est financé par le CRSNG. Donc, en agriculture et conservation, ça repose sur 3 piliers, soit une couverture vivante ou de paillis du sol, une rotation des cultures et un travail résidu du sol. Pour ce faire, le semi-direct et les cultures de couverture sont principalement utilisées. Par contre, ces 2 pratiques sont de grandes utilisatrices d'herbicides, principalement à base de glyphosate. Cette utilisation accrue d'herbicides que nécessitent ces pratiques est en contradiction avec la vision de transition agroécologique qui est promue par l'agriculture de conservation. On remarque une pseudo-persistance du glyphosate et de l'AMPA dans les sols qui peut entraîner des dommages physiologiques aux plantes et aussi qui va réduire la biodisponibilité de plusieurs nutriments qui sont essentiels aux plantes. Le sol est pudique qui n'aime pas ça être à nu. Avec les semi-directs sous couvert végétal, ou SCV, il y a une couverture qui va être vivante et pérenne du sol, qui va faire compétition aux adventices, qui va restaurer les fonctions du sol et qui va accentuer le stockage de carbone. Il y a un grand manque de connaissances quant à la compatibilité des SCV en grande culture transgénique, mais aussi dans le potentiel de cette pratique pour une réduction de l'utilisation d'herbicides. Donc, la problématique de mon projet, c'est de voir s'il est possible de maintenir des rendements compétitifs tout en réduisant l'utilisation d'herbicides à base de glyphosate. Un premier objectif, ça va être d'analyser les tendances de glyphosate et d'AMPA selon tout d'abord la rigide culture, soit le semi-direct ou le SCV, aussi selon la culture de l'année, puisqu'il y a une rotation de soja, maïs et blé, et enfin selon la dose d'herbicide appliquée, puisqu'il y a 3 différentes doses d'herbicides à base de glyphosate qui vont être appliquées. Un autre objectif, ça va être d'évaluer l'effet des SCV sur la présence d'adventices et aussi sur les rendements obtenus. Ça va vraiment pouvoir, avec ça, on va vraiment pouvoir voir le potentiel de cette pratique pour une réduction de l'utilisation des herbicides à base de glyphosate. Au niveau de la méthodologie, il y a 48 parcelles expérimentales qui ont été implantées en 2018 au Centre de recherche sur les grains à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Ces 48 parcelles vont permettre de tester les différentes pratiques agricoles, les différents rigides cultures et les différentes doses d'herbicides à base de glyphosate. Ensuite, avec ce dispositif expérimental, on va avoir 4 réplicas qui va donner une force statistique très intéressante au projet. L'échantillonnage a été fait à 3 moments durant chaque saison de culture, soit avant l'application d'herbicides, après l'application d'herbicides et à la fin de la saison de croissance de la culture commerciale. En conclusion, l'indispensabilité des grandes cultures transgéniques dans l'alimentation mondiale est indéniable.
Par contre, les pratiques conventionnelles actuelles ont des dommages, ont des impacts non négligeables sur l'environnement, la santé humaine et la sécurité alimentaire future. Avec l'étude du glyphosate et de l'AMPA, mon projet a le potentiel de contribuer à l'avancement des connaissances d'un enjeu majeur de notre temps, autant dans la dynamique de l'herbicide le plus utilisé au monde, mais aussi dans une solution qui pourrait permettre de réduire son utilisation. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Je pense que tu vas avoir beaucoup de questions. Mais pas trop. Question pour Philippe? Tania. Oui, en fait, j'ai comme 3 grandes variables, qui est la culture qui est présente, qui est aussi la dose appliquée et qui est le semi-direct versus le SCV. Donc, j'ai commencé par voir entre elles quel impact ça a sur mes teneurs en glyphosate et en AMPA que je retrouve dans mon sol. Puis, idéalement, je vais essayer de voir ou pas s'il y a des différences significatives parmi toutes ces variables-là. Puis, j'ai aussi l'aspect de 2018 à 2021, parce qu'il y a des échantillons qui ont été récoltés entre 2018 et 2021. Fait que je vais aussi pouvoir voir l'évolution sur le temps. Fait que je vais pouvoir voir, par exemple, peut-être qu'au début, les différences sont pas là, mais qu'avec le temps, je vois des différences qui apparaissent ou non. Fait que j'ai comme un grand jeu de données puis plusieurs variables que je peux jouer sur l'effet, autant le temps, c'est autant sur l'évolution du temps qu'au moment présent. Effectivement, j'ai été impressionnée par la base de données. D'autres questions pour Philippe? Tu veux une question, Omar? Ouais. Une question? Ah, OK. C'est bon. On est toutes impressionnés. Alors, merci beaucoup, Philippe. Dernière présentation de l'île sur un conflit socio-écologique. Bonjour, je m'appelle Lille Jurado et mon projet de mémoire veut faire la recherche sur l'extractivisme, l'action collective, la territorialité et le discours de la transition énergétique à travers l'étude de cas du conflit socio-écologique à Mataouini. Ma directrice est Isabelle Orellana et ce projet s'encadre dans un projet plus global qui s'appelle Résiste Action en termes global, qui fait partie du Centraire. Tout d'abord, c'est le contexte des politiques publiques québécoises sont très intéressantes parce que d'une partie, ils impulsent l'expansion de l'industrie extractive et pour étaler les frontières minières d'extraction. Mais d'un autre côté, ils adoptent ce discours de transition énergétique à travers le plan pour une économie verte, mais dans ce plan, ils incitent à accroître les investissements dans les énergies renouvelables, donc c'est-à-dire qu'ils soutiennent le secteur minier, mais pour la production des projets d'énergie renouvelable. Cela suscite quand même des multiples impacts au niveau environnemental, social, et il y a une mouvance sociale
qui surgissent de résistance contre l'installation de ce type de projet, et une action collective pour la protection et la défense du territoire qui commence à s'émerger de plus en plus et à se multiplier, surtout à travers l'adoption de ce discours de transition énergétique. Il existe plusieurs diverses études par rapport à ces enjeux, comme sur les impacts et les enjeux de l'extractivisme, surtout abordés en premier lieu en Amérique latine, puis aussi adoptés en Amérique du Nord, adoptés dans le contexte d'Amérique du Nord au Canada, sur les conflits socio-écologiques et l'émergence des résistances, des mouvements de résistance à travers une approche d'éducation populaire. Et dans ces diverses études s'inscrit le projet Résiste Action qui vise à repérer les conflits socio-écologiques associés aux méga-projets extractifs miniers au Québec. Dans tous ces conflits que ce projet essaye de repérer, j'ai répertorié un cas très intéressant, le cas Amataouini, de l'entreprise Nouveau Monde Graphite, qui veut faire une mine à ciel ouvert pour exploiter le graphite pour la production des batteries de voitures électriques. Donc, désolé. Donc, à partir de cette problématique, je veux savoir comment l'action collective se construit, quelles sont les approches des acteurs, les approches stratégiques, quelles sont les particularités reliées à cette transition énergétique et comment l'action collective s'allie, il y a un rapport avec ce processus de territorialité. D'abord, pour cela, je vais décrire l'historique des émergences et le développement de la mobilisation, identifier, caractériser les acteurs et les actrices et déterminer les approches d'action collective reliées à un nouveau rapport au territoire. Pardon. Mon stratégie de collecte de données, c'est à travers la cartographie participative. Je vais m'inspirer sur la méthode Agipop du collectif iconoclassiste, qu'il s'agit de faire des ateliers où les personnes ou les différents acteurs mobilisés travaillent pour créer une cartographie en conjointe et finalement faire une production finale et digitaliser ce processus sur la plateforme et le mettre sur la plateforme du projet Résiste Action. Donc, mes contributions attendues sont d'abord démythifier le discours de la transition énergétique. Sinon, je peux résumer encore comme j'ai suivi Lynn pendant toute la session. C'est un projet très complexe où il y a des facteurs sociopolitiques, mais aussi elle va interroger différents groupes de résidents. Il y a des gens résidents de long terme, il y a des gens qui ont une maison secondaire dans la zone, il y a des groupes autochtones et le groupe non autochtone. Donc, c'est un projet vraiment complexe. Puis, je félicite Lynn pour le courage d'aller dans cette direction. Et puis, j'aimerais prendre un moment aussi pour féliciter l'ensemble des présentations ce matin. C'était un plaisir pour moi. Moi, je vois le côté administratif. Je suis un petit peu vos directions de recherche, votre cheminement, mais de vous entendre aujourd'hui, et je remercie aussi l'équipe enseignante pour toutes et toutes les directions de recherche qui ont contribué. Donc, merci et puis bonne continuation.